Victoire Lamoureux avait 67 ans lorsqu'elle rencontra Léo Duchamp dans une laverie automatique d'un quartier populaire de Marseille, un mardi soir à 11 heures. Ce qui la surprit en premier lieu, ce ne fut pas que le PDG milliardaire de l'empire pharmaceutique Lamoureux Industries se trouve en train de laver son linge dans un établissement de ce genre, sous le faux nom de Marie Blanc. Vêtue de vêtements achetés à Emmaüs et vivant depuis 3 semaines dans un minuscule appartement loué sous une identité entièrement inventée, mais qu'une jeune femme de 21 ans, assise sur un tabouret en plastique, lisant Le deuxième sexe de Beauvoir, dans une édition usée, ne reconnaissent pas l'une des femmes les plus riches de France. Pendant les 6 mois qui suivirent, tandis que Victoire vivait sous l'identité de Marie, une retraitée aux revenus modestes, et nouait une relation avec Léo qui la croyait parfaitement elle-même, personne dans son entourage, famille, dirigeant de l'entreprise, élite parisienne qu'elle fréquentait, n'avait la moindre idée de où elle se trouvait ni de ce qu'elle faisait. Et lorsque la vérité a finalement éclaté de la manière la plus spectaculaire qui soit, un photographe de tabloïd reconnaissant Victoire malgré son déguisement, un titre dévastateur, la milliardaire Victoire Lamoureux, cachée à Marseille avec un amant de 21 ans, escroquerie élaborée ou crise de nerfs. La surprise ne résidait pas seulement dans le fait qu'elle était avec un jeune homme, mais dans les révélations qui ont suivi, que Léo cachait lui aussi son identité. Il n'était pas un étudiant pauvre, se faisant passer pour quelqu'un d'autre, mais un héritier de sa propre fortune fuyant les attentes de sa famille, qu'ils s'étaient menti mutuellement pendant des mois, que lorsque la vérité a émergé, ils ont dû décider si un amour bâti sur un mensonge partagé pouvait survivre à une honnêteté brutale, et que la réponse finale, qu'ils ont choisi de rester ensemble publiquement, unissant leur fortune et leur scandale, se mariant malgré 46 ans d'écart, a surpris absolument tout le monde, car personne ne s'attendait à ce qu'un amour né de mensonges partagés se transforme en un partenariat plus honnête que la plupart des mariages respectables. Victoire était une femme qui avait bâti un empire commercial sur une intelligence implacable et la profonde solitude que les fortunes colossales engendrent souvent. PDG et actionnaire majoritaire de Lamoureux Industries, entreprise pharmaceutique qu'elle avait transformée, grâce à 4 décennies d'acquisitions stratégiques et au développement de médicaments lucratifs, d'une modeste entreprise familiale héritée de son père en un géant pesant 3 milliards d'euros, elle avait passé toute sa vie d'adulte dans un monde de pouvoir, d'argent et de l'isolement affectif qui en découle. Classée 18e femme la plus riche de France par Forbes, elle était surnommée la Dame de fer de l'industrie pharmaceutique française par le magazine Les Échos. Et pendant 40 ans, Victoire a été à la hauteur de sa réputation, impitoyable en affaires, stratégique dans chacune de ses décisions et émotionnellement insensible. À 67 ans, Victoire correspondait parfaitement à l'image que la société se faisait d'une dirigeante milliardaire de haut rang, des cheveux argentés impeccablement coiffés d'une coupe stricte, un soin qui lui coûtait 400 € par mois chez un coiffeur de renom, un visage aux rides à peine perceptibles grâce à des interventions dermatologiques discrètes mais efficaces, des yeux bleu-gris qui scrutaient conseils d'administration et concurrents avec la même froideur, analytique, une posture parfaitement droite, fruit de décennies passées à se sentir constamment observée et jugée. Elle ne portait que du Chanel et du Saint-Laurent pour les affaires, du Hermès pour les occasions mondaines, des bijoux qui étaient un investissement, non un simple ornement, et une montre Patek Philippe ayant appartenu à son père. Une armure invisible mais palpable l'entourait, maintenant chacun à distance. Divorcé depuis 25 ans après un mariage de convenance avec un cadre d'une entreprise concurrente qui avait duré 15 ans avant que tous deux n'admettent qu'il s'agissait d'une fusion d'affaires et non d'une histoire d'amour, Victoire avait un fils unique, Édouard, 40 ans, vice-président de Lamoureux Industries et pressenti pour lui succéder à la direction générale. Leur relation était plus professionnelle que maternelle. Édouard avait grandi entouré de nounous, tandis que sa mère,
bâtissait un empire. Ils communiquaient principalement par courriel au sujet de la stratégie de l'entreprise. Les dîners ensemble étaient rares et toujours consacrés aux affaires. Ce n'était pas de l'hostilité, mais ce n'était pas non plus de l'amour au sens conventionnel du terme. Pendant les 25 années qui suivirent son divorce, Victoire n'avait pas eu de relation amoureuse sérieuse. Elle avait certes entretenu quelques liaisons discrètes avec d'autres cadres, toujours interrompues par des interférences avec son travail. À 67 ans, elle pensait que sa vie sentimentale était terminée. Elle se concentrerait désormais sur la succession de son entreprise, vivrait ses 10 ou 15 dernières années paisiblement, seule, et mourrait en étant reconnue pour son héritage professionnel et non pour sa vie personnelle. Mais un vide était devenu insupportable au cours de l'année écoulée. Après 40 ans passés à bâtir une fortune, à conquérir des marchés, à anéantir la concurrence, Victoire se trouvait confrontée à une question terrifiante. Pourquoi faire? Elle possédait 3 milliards d'euros qu'elle ne pourrait jamais dépenser, une entreprise qui fonctionnait à merveille, sans qu'elle ait besoin de la moindre intervention, un fils qui la respectait mais ne l'aimait pas, et une solitude si profonde qu'il lui arrivait de passer des journées entières sans véritable conversation personnelle, seulement des échanges professionnels. Et à 67 ans, elle commençait à se demander si elle n'avait pas sacrifié son humanité au succès. La décision de disparaître fut impulsive, à l'opposé de la personnalité de cette femme qui planifiait tout avec méticulosité, lors d'une réunion du conseil d'administration particulièrement houleuse, où Édouard plaida, à juste titre, pour sa retraite dans 2 ans, afin d'assurer une transition en douceur, Victoire réalisa que sa vie n'était qu'un calendrier de succession et non une existence humaine. Ce soir-là, seule dans son appartement de 200 mètres carrés avenue Foch, qui lui avait coûté 12 millions d'euros, mais qui lui semblait un mausolée glacial, elle prit sa décision. Elle disparaîtrait. Pas définitivement, mais suffisamment longtemps pour se retrouver sans argent, sans pouvoir, sans que le nom l'amoureux ne dicte chacune de ses interactions. Durant les semaines qui suivirent, Victoire planifia méticuleusement son plan, dans le plus grand secret. Elle se créa une identité entièrement fausse. Marie Blanc, une retraitée aux revenus modestes, loua un petit appartement dans un quartier populaire de Marseille, sous un faux nom, acheta toute sa garde-robe dans des friperies, mémorisa une biographie inventée de toutes pièces et changea même radicalement d'apparence. Elle se fit couper les cheveux courts dans un salon bon marché, arrêta les traitements dermatologiques pour laisser transparaître son âge et s'habilla avec des vêtements qu'elle n'aurait jamais portés en temps normal. Un matin d'avril, elle laissa un mot à son assistante personnelle disant qu'elle partait en longue retraite de santé, sans donner de nouvelles, bloqua son téléphone professionnel et disparut à Marseille. Le projet était de vivre comme Marie pendant 3 mois. Une expérience anthropologique pour découvrir comment vivaient les gens ordinaires, ce que signifiait exister sans fortune, qui l'on devenait sans pouvoir. Il ne s'agissait pas d'une crise de la quarantaine. Victoire était trop analytique pour cela, mais d'une expérience délibérée pour se défaire de son identité publique et découvrir la personne qui se cachait derrière. Léo Duchamp avait 21 ans lorsqu'il rencontra Marie à la laverie automatique. Il se trouvait alors à Marseille, caché de sa famille pour des raisons qu'il ne révélerait que des mois plus tard. Cadet de la famille Duchamp, une dynastie de banquiers parisiens dont la fortune rivalisait avec celle de l'amoureux, Léo avait passé 21 ans à être préparé à reprendre un rôle dans la banque familiale, à intégrer Sciences Po, à faire un mariage convenable et à perpétuer l'héritage. À 21 ans, après avoir brillamment réussi sa première année à Sciences Po, Léo fit un choix radical. Il refusa de faire sa 2e année, refusa le poste à la banque que son père lui proposait, refusa toute la vie qu'il avait imaginée pour lui. Lorsque sa famille lui lança des ultimatums, reprendre ses études ou être déshérité, Léo choisit le déshéritage, prit ses modestes économies et s'enfuit à Marseille sous le nom de jeune fille de sa mère, née Duchamp. Il utilisa Léo Martin.
Grand et mince, avec le physique de quelqu'un qui oublie de manger lorsqu'il est absorbé par ses livres, des cheveux châtain clair qui lui descendaient jusqu'aux épaules parce que les couper coûtait cher, des yeux bruns empreints de l'intensité d'un jeune idéaliste rejetant les privilèges, et une barbe inégale, signe d'un mépris des apparences. Il portait des vêtements de friperie, jeans usés, t-shirt troués, un manteau de laine acheté pour 3 €. Il y avait en lui une sincérité qui découlait de son choix de la pauvreté relative plutôt que d'une richesse qu'il abhorrait. L'histoire de Léo était celle d'un héritier qui rejetait son héritage. Élevé dans un appartement familial, occupant tout un étage de l'avenue Montaigne, scolarisé dans les établissements les plus prestigieux de Paris, il était destiné à perpétuer la dynastie bancaire que sa famille avait bâtie en 4 générations. Mais Léo s'était toujours senti étouffé par ses attentes. Il ne voulait pas de la banque, il voulait la littérature, il ne voulait pas de l'argent, il voulait du sens, il ne voulait pas perpétuer un système qu'il percevait comme exploitant les pauvres pour enrichir les riches. Durant ses études à Sciences Po, il se radicalisa. Il lut Marx, Beauvoir, Sartre et développa une conscience politique qui lui fit voir sa propre famille comme un problème et non comme une solution. À 21 ans, il fit donc un choix. Il préférait la pauvreté intègre à la richesse complice. Sa famille réagit comme il l'avait prévu. Son père déclara qu'il était mort pour nous. Sa mère pleura, mais approuva son mari, et ses frères aînés, qui travaillaient déjà à la banque, coupèrent les ponts. Léo, avec 5 000 € d'économie, partit pour Marseille, loua une chambre en colocation pour 200 € par mois, commença à travailler dans un café au salaire minimum et vécut comme les classes populaires qu'il avait toujours idéalisées sans jamais les connaître. La rencontre à la laverie était un pur hasard. Victoire, Marie, faisait sa lessive, une première pour elle. Léo attendait la fin du cycle, plongé dans la lecture de Beauvoir. Victoire s'assit, observa le jeune homme absorbé par sa lecture de la féministe française et lui lança « Beauvoir à la laverie à 11 h du soir, étudiant en philosophie ou insomniaque ?» Léo leva les yeux, aperçut une femme d'un certain âge au sourire bienveillant et répondit « Ni l'un ni l'autre, juste quelqu'un qui essaie de comprendre pourquoi la société est si pourrie. » Ainsi débuta une conversation qui dura 2 heures. Sur Beauvoir, sur l'existentialisme, sur les classes sociales et les privilèges, ironiques quand on sait que les deux dissimulaient d'immenses privilèges, sur la solitude de vivre dans une ville où ils ne connaissaient personne. Et quand les machines duraient être finies et qu'ils pliaient le linge côte à côte, Léo lança une invitation impulsive. Il y a un café miteux, mais ouvert 24h24, pas loin. Ça te dirait de continuer la conversation? Victoire aurait dû refuser une vieille habitude de garder ses distances, mais Marie n'avait aucune raison de refuser. Et le café se transforma en 4 heures de la conversation la plus sincère que Victoire ait eue depuis des décennies. Léo racontant, une version remaniée, l'histoire de son refus d'une famille riche. Victoire, Marie, inventant une biographie sur sa vie de veuve retraitée, vivant modestement de sa pension. Tous deux mentaient, mais tous deux se montraient aussi plus sincères émotionnellement qu'ils ne l'avaient été avec personne depuis des années. Pendant des semaines, leurs rencontres devinrent routinières. Des rendez-vous fortuits à la laverie, puis des dîners organisés, des promenades sur le vieux port, des conversations qui s'approfondissaient. Et Victoire, vivant sous le nom de Marie, vécut quelque chose d'extraordinaire. Léo la traitait non pas comme une PDG milliardaire à impressionner ou une dirigeante influente à craindre, mais comme une personne intéressante à part entière. Il remettait en question ses opinions, exprimait ses désaccords avec respect, partageait ses faiblesses et riait sincèrement à ses blagues. Et pour la première fois en 67 ans, Victoire se sentait considérée comme un être humain, et non comme un simple rouage de sa machine. Léo éprouva aussi des sentiments inattendus. Au départ, il voyait en Marie une femme plus âgée et intéressante, capable de lui apprendre beaucoup sur la vie, mais peu à peu, il reconnut une attirance qui transcendait l'âge. Elle était intelligente d'une manière complexe, possédait un humour pince sans rire qu'il adorait,
et ne se montrait vulnérable qu'avec lui. Et oui, il y avait une attirance physique. Sa grâce naturelle, fruit de décennies d'assurance, son regard attentif, sa voix qui s'adoucissait lorsqu'il parlait tard le soir. Le passage de l'amitié à l'amour s'est produit un soir de mai, après un simple dîner dans le minuscule appartement de Victoire, qu'elle détestait, contrairement à Marie. Ils ont bu du vin bon marché, parlé de leurs rêves et de leurs peurs, et un silence s'est installé où ils ont tous deux compris. Ce n'était plus de l'amitié. Léo, avec le courage de sa jeunesse, a dit « Marie, je tombe amoureux de toi. Je sais que la différence d'âge est importante, mais je sens aussi que le lien qui nous unit est plus important que les chiffres. » Victoire, Marie, était tiraillée. Elle savait qu'elle vivait dans le mensonge, que la vérité finirait par tout détruire, qu'il fallait y mettre fin immédiatement. Mais pour la première fois de sa vie, elle désirait aussi quelque chose, rien que pour elle. Elle a répondu honnêtement dans les limites de son personnage. « Je ressens quelque chose aussi. Mais Léo, tu as 21 ans, j'en ai 67. Est-ce que ça a de l'importance ?» Léo, ça n'a d'importance que si on laisse ça primer sur nos sentiments. Ils firent l'amour cette nuit-là, une expérience compliquée par de multiples mensonges. Victoire était touchée comme Marie, et non comme Victoire. Léo aimait une femme qu'il croyait être une modeste retraitée, et non une milliardaire. Tous deux vivaient une véritable intimité, mais fondée sur des mensonges. Et après, mentant ensemble, Victoire faillit avouer la vérité à plusieurs reprises, mais se rétracta toujours. Comment l'expliquer ? Je suis en réalité une milliardaire participant à une expérience anthropologique. Cela paraîtrait insensé. Au cours des mois suivants, leur relation s'approfondit, chacun gardant des secrets. Victoire prolongea indéfiniment sa retraite de santé, prétextant auprès de son assistante avoir besoin de plus de temps, ignorant les appels désespérés d'Édouard, menant une double vie. Elle passait ses journées avec Léo sous l'identité de Marie, et la nuit gérait parfois secrètement des urgences professionnelles grâce à un ordinateur portable caché. Léo, lui aussi, dissimulait des choses sur sa famille, notamment son statut d'héritier Duchamp dont il avait renoncé à l'héritage. Leur relation, fondée sur un mensonge réciproque, était paradoxalement plus authentique que n'importe quelle relation qu'ils aient pu avoir dans la vraie vie. Ni pouvoir, ni argent n'intervenaient. Aucune convention sociale ne dictait leur comportement. Juste deux personnes qui choisissaient de passer du temps ensemble par pur plaisir. Marie et Léo Martin s'aimaient sincèrement, même si Victoire l'amoureux et Léo Duchamp ne s'étaient jamais rencontrés. Mais les mensonges finissent toujours par s'effondrer. La vérité a éclaté par un concours de circonstances tragiques. Un photographe indépendant, travaillant pour un tabloïd et prenant des photos au hasard à Marseille pour une série sur la vraie vie dans les quartiers populaires, a immortalisé Victoire et Léo main dans la main sur le Vieux-Port. Et quelque chose dans sa posture, dans la façon dont elle tenait sa tête, l'a reconnu. Il couvrait occasionnellement des événements d'entreprise et avait déjà vu Victoire l'amoureux lors de conférences de presse. Un zoom sur la photo a confirmé. C'était bien elle malgré son apparence radicalement différente. Un photographe a mené son enquête. Victoire l'amoureux, la milliardaire disparue 3 mois auparavant sous prétexte d'une vague retraite bien-être, se trouvait désormais à Marseille en compagnie d'un jeune homme d'une vingtaine d'années. Le scandale était en or. Il a vendu les photos et l'article à Paris Match qu'il a publié avec le titre explosif « Victoire l'amoureux milliardaire caché à Marseille avec un amant de 21 ans, escroquerie élaborée ou crise de nerfs ». L'article spéculait à tout va. Victoire était-elle en pleine crise de nerfs? Le jeune homme était-il un gigolo profitant de la vulnérabilité d'une femme? Était-ce une tentative désespérée de retrouver sa jeunesse? Une fuite face aux responsabilités professionnelles? L'article incluait des photos de Victoire, Marie méconnaissable, cheveux courts et ébouriffés, vêtements bon marché, sans maquillage, main dans la main, avec un jeune homme en jean déchiré. La réaction fut explosive. En quelques heures, l'affaire faisait la une de tous les médias nationaux.
L'action de l'amoureuse industrie chuta de 8%, alimentée par les spéculations sur l'incapacité du PDG. Le conseil d'administration paniqua. Édouard, confronté à l'effondrement de sa succession soigneusement planifiée, fit une déclaration publique. « Ma mère traverse une crise de santé privée. La famille met tout en œuvre pour lui assurer les soins appropriés. » Sous-entendu, elle était sénile, manipulée et nécessitait une intervention. La famille de Léo a également pris connaissance de l'article. Son frère aîné, le reconnaissant sur des photos malgré sa barbe et ses cheveux longs, a contacté son père. Léo est à Marseille. Apparemment, c'est l'amant de Victoire Lamoureux. La famille Duchamp, rivale de Lamoureux dans le secteur bancaire, était horrifiée. Leur fils déshérité était le gigolo d'un milliardaire. C'était une humiliation publique. Et Victoire et Léo, lisant ensemble l'article dans son appartement après qu'il soit apparu dans le fil d'actualité de son téléphone, se sont retrouvés confrontés à un effondrement simultané de multiples mensonges. Léo, montrant l'article, « Marie, c'est toi ?» Victoire ne pouvait le nier. La photo était irréfutable. Il a tout avoué, sa véritable identité, sa fortune, la raison de sa disparition, 3 mois passés sous l'identité de Marie. Et Léo, sous le choc de cette révélation, ressentit non seulement une stupeur immense, mais aussi une profonde trahison. La femme qu'il aimait lui avait menti sur toute la ligne. Mais Victoire a aussi relevé des incohérences dans l'article. Les journalistes ont enquêté sur Léo et découvert que Léo Martin était un pseudonyme, qu'il s'agissait en réalité de Léo Duchamp, héritier d'une dynastie de banquiers. Et Victoire, se sentant trahie, a déclaré « Alors, vous avez menti, vous aussi ». Ce n'est pas un étudiant fauché qui refuse une famille riche, c'est un héritier qui a refusé une fortune. Un silence absolu s'installa, durant lequel ils assimilèrent l'information. Leur relation entière reposait sur un mensonge mutuel. Marie et Léo Martin n'avaient jamais existé. C'étaient des fictions créées par Victoire Lamoureux et Léo Duchamp pour échapper à leur véritable identité. Léo, blessé et en colère, alors tout n'était que mensonge. Chaque conversation, chaque instant. Victoire, tout aussi blessée, on peut se poser la question. Tu as fait semblant d'être pauvre alors que tu as accès à des millions. J'ai fait semblant d'être modeste alors que j'ai des milliards. Nous avons tous les deux menti. La question est, nos sentiments étaient-ils réels malgré les mensonges? C'était une question à laquelle aucun des deux ne pouvait répondre immédiatement. La semaine suivante, tandis que les médias français s'enflammaient de spéculations et que les deux familles faisaient pression l'une sur l'autre, celle de Victoire exigeant son retour immédiat et la fin de cette relation honteuse, celle de Léo lui proposant de la réintégrer s'il coupait les ponts avec l'ancien prédateur. Victoire et Léo vivaient dans l'incertitude, toujours dans le même appartement, ne sachant où aller, mais sans se parler, digérant les trahisons et se demandant si un amour bâti sur des mensonges pouvait être réel. Le déclic s'est produit lors d'une conversation forcée par Léo. « Je dois savoir, pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi créer une fausse identité ?» Victoire a répondu avec la franchise la plus brutale de sa vie. « Parce qu'à 67 ans, et avec 3 milliards d'euros, je ne sais jamais si les gens m'apprécient ou apprécient l'accès que je représente. J'ai passé 40 ans sans véritable conversation, car chaque interaction n'était qu'une transaction. Et je voulais, une fois pour toutes, être vu comme une personne, et non comme une PDG. Alors, je suis devenu mari. Et avec vous, pour la première fois depuis des décennies, j'ai ressenti une véritable connexion, mais elle reposait sur un mensonge. Et je n'ai aucune excuse, Léo. Et j'ai menti, parce que j'ai grandi dans une famille où l'argent détruisait toute relation authentique. Où les mariages étaient des fusions-acquisitions, les amitiés du réseautage, l'amour un contrat prénuptial. J'ai rejeté tout cela parce que je voulais de l'authenticité. Mais ensuite, je t'ai menti sur qui j'étais. Alors, nous sommes tous les deux hypocrites. Il y eut un long silence. Puis Victoire. Mais ces sentiments étaient-ils réels? Quand tu tenais la main de Marie, l'aimais-tu vraiment?
Ou aimais-tu l'idée d'une femme plus âgée, sans complications? Léo. Ils étaient réels. Et quand tu as embrassé Léo Martin, embrassais-tu un pauvre étudiant ou la personne que j'étais sous de faux prétextes? Victoire. La personne. Toujours la personne. Et peu à peu, au fil de conversations d'une franchise brutale étalée sur plusieurs jours, ils arrivèrent à la conclusion suivante. Les mensonges sur les identités étaient bien réels, mais les émotions qu'ils avaient engendrées l'étaient tout autant. Marie et Léo Martin étaient des fictions, mais l'amour qui les unissait reposait sur ce que Victoire et Léo étaient vraiment, au-delà des apparences. Paradoxalement, en mentant sur les circonstances extérieures, ils se montraient plus authentiques émotionnellement que dans leur vie réelle. La décision à prendre fut compliquée par d'énormes pressions extérieures. Le conseil d'administration de l'Amoureux Industrie menaça de destituer Victoire de son poste de PDG s'il ne revenait pas immédiatement. Édouard l'appelait quotidiennement, le suppliant de mettre fin à cette relation embarrassante. Les médias spéculaient sur la culpabilité de Léo, le soupçonnant d'être un escroc, oubliant qu'il possédait sa propre fortune. La famille Duchamp offrit à Léo 10 millions d'euros pour qu'il disparaisse et cesse de ternir le nom de famille. Et Victoire et Léo, confrontés au choix entre retourner à une vie respectable ou vivre authentiquement ensemble, tout en faisant face à un scandale perpétuel, ont pris une décision qui a surpris absolument tout le monde. Ils se sont choisis publiquement. Victoire a convoqué une conférence de presse à Marseille, sa première apparition publique en 4 mois, où elle est apparue non pas en PDG apprêté, mais en mari, les cheveux toujours courts et décoiffés, vêtue simplement, sans maquillage. Et elle a fait une déclaration qui est devenue virale. « Je suis Victoire l'amoureux. J'ai 67 ans et 3 milliards d'euros. Pendant 4 mois, j'ai vécu à Marseille sous l'identité de Marie Blanc, une retraitée aux revenus modestes. Je l'ai fait car, à 67 ans, après 40 ans passés à bâtir un empire commercial, je ne savais plus qui j'étais sans argent ni pouvoir pour définir chacune de mes interactions. Et c'est durant cette période, sous l'identité de Marie, que j'ai rencontré Léo. Lui aussi cachait sa véritable identité pour des raisons qui lui étaient propres. Nous avons tissé une relation fondée sur ce que nous étions en tant que personnes, et non sur nos rôles ou nos fortunes. Et lorsque les mensonges se sont effondrés, nous avons dû nous poser la question, nos sentiments étaient-ils réels? La réponse, après une semaine d'une honnêteté brutale, est oui. Léo a également fait une déclaration révélant son identité d'héritier de Duchamp. J'ai 21 ans et j'ai refusé la fortune familiale, car je recherchais du sens, pas de l'argent. Et quand j'ai rencontré Marie, Victoire, je l'ai trouvée modeste, consciente de la valeur d'une vie simple. Nous nous sommes mentis, mais à travers ces mensonges, nous avons découvert des vérités, que la fortune isole, que l'authenticité est plus précieuse que la richesse, qu'à 67 ans et 21 ans, l'amour peut reposer sur une véritable connexion et non sur l'intérêt. Ma famille dit que je suis manipulé, les médias disent que je suis un escroc. Mais la vérité est plus simple et plus radicale. Nous nous aimons et nous avons choisi de vivre ensemble malgré toutes les pressions sociales. La réaction fut à la fois prévisible et surprenante. Les tabloïds continuèrent de spéculer, les familles de désapprouver, mais un événement inattendu se produisit également. Leurs déclarations, notamment l'aveu sincère de Victoire sur la solitude liée à la richesse et la quête d'authenticité, trouvèrent un écho auprès de milliers de personnes. D'autres cadres supérieurs admettèrent publiquement une solitude similaire. Des femmes plus âgées saluèrent son courage d'affirmer ses désirs et de jeunes issus de familles fortunées contactèrent Léo au sujet des pressions liées à l'héritage. Et lorsque Victoire et Léo annoncèrent 3 mois plus tard leur mariage, une union non seulement de vie, mais aussi de fortune, créant une fondation commune dédiée à la lutte contre l'isolement social causé par la pauvreté et la richesse, la surprise fut totale. Il ne s'agissait pas d'une liaison scandaleuse, mais d'un véritable partenariat.
Ils se marièrent respectivement à 68 et 22 ans lors d'une cérémonie intime à Marseille et non à Paris où résidait leur famille. Peu d'invités étaient présents. Quelques amis rencontrés au cours des mois précédents, comme Marie et Léo Martin, ainsi que des collègues de Victoire qui admiraient son courage. Édouard était absent, mais il envoya une lettre qui tenait en quelque sorte de la réconciliation. Je ne comprends pas le choix, mais je respecte le courage, et peut-être ai-je hérité de ton obsession pour les affaires. Peut-être avons-nous tous deux besoin d'apprendre à vivre. Ils vécurent ensemble pendant 18 ans, jusqu'au décès de Victoire à 86 ans, Léo à 40 ans à ses côtés. Durant ces décennies, ils construisirent une vie où se conjuguaient leurs ressources respectives et une authenticité qu'ils avaient découverte ensemble. Victoire finit par retourner chez l'amoureux Industrie, non plus comme PDG, Édouard lui succéda, mais comme consultante en stratégie. Léo obtint son diplôme de lettres, longtemps espéré, et devint professeur. La fondation qu'ils créèrent ensemble vint en aide à des milliers de personnes souffrant d'isolement, qu'ils soient dus à la pauvreté ou à la richesse. Pendant 18 ans, ils ont prouvé que l'amour fondé sur le mensonge mutuel pouvait être plus sincère que la plupart des relations respectables. Car, une fois tous les mensonges dévoilés, ils ont choisi de rester malgré tout. Non par obligation, mais par désir. Aux obsèques de Victoire, Léo prononça un éloge funèbre qui tenait à la fois du témoignage et de la confession. Victoire l'amoureux a surpris tout le monde, non seulement en tombant amoureuse à 67 ans d'un homme de 21 ans, mais aussi par la manière dont cela s'est produit. Nous nous sommes mentis, elle, prétendant être une modeste retraitée, moi, un étudiant fauché. Et lorsque la vérité a éclaté, chacun s'attendait à ce que notre relation s'effondre, révélée comme une imposture. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Nous avons réalisé qu'en mentant sur notre situation, nous étions plus sincères émotionnellement que dans nos vies réelles. Marie et Léo Martin étaient des fictions, mais leur amour était plus réel que tout ce que Victoire la milliardaire et Léo l'héritier avaient connu dans le monde des privilèges. Elle m'a appris que l'authenticité ne vient pas des circonstances, mais des choix. L'histoire de Victoire et Léo est devenue légendaire. Non pas comme une romance conventionnelle, mais comme un paradoxe. Comment l'amour le plus sincère est né de mensonges partagés, comment un milliardaire et un héritier ont trouvé l'authenticité en se faisant passer pour des gens ordinaires, comment 46 ans d'écart sont devenus insignifiants face à leur quête commune de sens au-delà de l'argent. Ils ont prouvé que parfois, la plus grande surprise n'est pas l'événement improbable lui-même, mais le comment et le pourquoi. Il ne s'agissait pas simplement d'un millionnaire et d'un jeune homme, mais de deux êtres s'échappant des prisons du privilège et trouvant ensemble la liberté en mentant d'abord, puis en choisissant la vérité radicale. Et ce parcours, du mensonge à l'honnêteté, du scandale à une véritable union, a surpris tout le monde, car il a remis en question toutes les idées reçues sur la classe sociale, l'âge, l'amour et l'authenticité, d'une manière inattendue.